sujet très en vogue, on en entend parler depuis le début de l'année, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que juste parler de ChatGPT. J'ai bien entendu, je parle de l'IA. On a un beau plateau d'intervenants. Moi, je ne vais pas trop en parler parce que je pense que je vais plutôt m'afficher qu'autre chose. Je vais laisser les intervenants. Vous avez vu, on est plein aujourd'hui. Donc, on a un beau plateau d'intervenants. Il y a Nicolas qui est venu avec Anaël et William. Je laisserai... il vous expliquera pourquoi ils sont avec lui aujourd'hui. Nicolas qui a cofondé le média Millefeuille, tu nous diras un petit peu plus à ce moment, enfin, au moment de ta partie. Aussi créer un genre de product studio. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais pareil, ça aussi, je te laisserai en discuter. Et voilà, ils vont nous parler un peu du marché de l'IA, des outils qu'ils utilisent, notamment la stack d'outils pour créer des produits IA. Puis voilà, merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et de prendre le temps de discuter avec nous ce midi. Il y a Souel qui dit Najib, wesh, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le chat là? Ça y est, c'est déjà le bazar. Tenez-vous un petit peu. Et voilà, et en tout cas, et deuxième grande partie de ce webinaire, ça va être avec Clément qui est développeur en IA. Je vais passer du Python, etc. Il va nous parler il nous le dira parce que je vais commencer à utiliser des mots que je ne connais pas. Je vais peur d'être ridicule. Donc, il va nous parler d'un sujet qui m'a rendu très curieux, notamment parce que j'en ai parlé avec pas mal soit des équipes avec Crème ou d'autres freelances dans la communauté. Et c'est donc le fameux framework LangChain. Bienvenue Clément, hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Et enfin, un autre Clément, c'est moi-même, Clément Leroux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous, spécialisé dans la création et gestion de communauté. Et je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Crème de la Crème qui est, vous le savez bien évidemment tous, la première communauté sélective de freelance en France qui connecte en fait des grandes entreprises avec une communauté de freelance. Voilà pour cette intro. J'ai fini de lire mon script. J'espère que ça vous a plu déjà. Et puis, je vais laisser la team Millefeuille commencer. Nico, je te laisse la main. Je crois que tu avais quelque chose à nous partager. Et puis je vais vous laisser Crème et Millefeuille, pas très haï, tout ça. Swell, j'avais pas fait le lien. Yes, vous m'entendez bien? Alors, Super. moi, je t'entends, mais on verra dans le chat. Normalement tout le monde devrait t'entendre, Nico. Ok. Bon, on va attaquer. Merci Clément de nous avoir invités, Nanou, William et moi. On va vous parler un peu de quelques sujets autour de l'IA. De notre côté, alors il faut que je prenne en main ce truc. Nickel. Bon, on est un collectif d'ingénieurs, d'entrepreneurs français. On a différents projets en cours en ce moment. Globalement, l'ensemble de ces projets il est orchestré autour de démocratiser l'IA en Europe pour les TPE, les PME et les citoyens. Donc là, à gauche, par exemple, vous pouvez suivre ce qu'on fait dans les médias. On va venir éduquer, partager des takes d'experts IA sur ce qui se passe dans différentes industries. Donc ça, c'est Millefeuille, en anglais Muffin. On a aussi monté un véhicule d'investissement qui est un club deal sur la plateforme Roundtable. On vient financer entre 8 et 10 projets par an, purement européens, purement SaaS, vraiment sur la couche applicative. Et on a réalisé déjà quelques opérations, 5 ou 6 depuis le début de l'année. Et enfin, troisième partie sur laquelle travaillent Nanou, William et moi, on est 6-7 sur ce projet-là, qui est un projet qui nous tient à cœur, qui est un projet pro bono, qui est bénévole dans la santé. On développe Koura. Koura, c'est une suite d'agents conversationnels qui viennent aider les patients et les aidants de maladies chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Donc ça, on vous en parlera en deuxième partie de notre intervention, notamment sur les apprentissages design et tech qu'on a eu à l'occasion du développement de ce projet. Alors, on voulait juste démarrer par prendre un peu de recul sur ce qu'on entend autour de l'IA et les impacts de l'IA dans le marché. Il y a pas mal de gens au début, la fin 2022, dans cette nouvelle vague de Generative AI, qui est une vague parmi d'autres vagues en IA, qui posaient des questions sur est-ce que c'est comme la blockchain, la crypto à l'époque? Est-ce qu'il y a réellement des impacts sur le business et le job market? Nous, vous partagez quelques éléments là-dessus, puisque il y a des gens intelligents qui ont fait des papiers de recherche, dont un qui a pas mal structuré notre point de vue sur le sujet, qui est un papier qui a été fait par l'Université de Pennsylvanie, qui globalement
vient calculer des facteurs d'exposition par métier. Facteur d'exposition, c'est en gros quelle est la probabilité que 50% de vos tâches soient automatisables ou optimisables avec l'IA. Donc, il y a ce papier-là que nous, on vous recommande d'aller voir. On en parle pas mal dans Millefeuille aussi. La manière dont on structure, nous, c'est qu'on se dit que ce qui se passe aujourd'hui sur les cols blancs, donc c'est les métiers comme vous et nous, quoi, globalement, c'est ce qui s'est passé dans les usines il y a quelques dizaines d'années. Et donc, cette automatisation des chaînes de production qui a conduit à l'augmentation des salaires, la réduction des coûts, l'arrivée d'un temps de travail réduit. Alors, est-ce que ce sera le même impact chez nous? C'est moins sûr, dans un univers mondialisé de concurrence servicielle. Mais en tout cas, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec, a priori, des mêmes impacts, des jobs qui vont venir être disruptés, un tissu de travailleurs qui va devoir être reformé. Et donc, ça, c'est juste voilà, quelques éléments théoriques qui peuvent vous aider à vous convaincre de l'impact de l'IA sur le business. Et en pratique, on peut voir qu'il y a tout un tas d'industries qui sont déjà impactées, des industries journalistiques, avec des entreprises qui ont automatisé le métier de veille médiatique, des entreprises dans l'art cinématographique, dans la production de BD, de comics, de webtoons, ce genre de choses, où les plateformes de distribution viennent intégrer de plus en plus la production artistique, donc ce qui remet complètement en question le rôle des gens des créas dans ces industries-là. Dans la publicité, Meta développe tout un tas d'outils qui aident les PME à mieux advertise leur business, et dans tout un tas d'autres industries. Donc ça, c'est juste pour vous, comme la santé, comme les avocats. C'est juste pour vous montrer un peu à quel point les vagues de l'impact de ces technologies-là sont déjà en train d'apparaître sur le marché avec déjà des impacts importants. Voilà, c'est ça, c'est juste pour vous dresser un panorama rapide. Et après, Will va nous parler un peu plus des différents modèles présents sur le marché aujourd'hui. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon? Yes, on t'entend bien, William. Ok, super. Donc rapidement sur les modèles, sur les nouveaux modèles qui sont sortis, il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut voir. Et on se rend compte qu'il y a une première catégorie qu'on appelle un peu Giant Models, qui est une catégorie qui est poussée par les grands groupes que vous connaissez, type voilà, OpenAI, Meta, Amazon, Google DeepMind, qui ont sorti une première génération de modèles qu'ils ont entraînés sur une grande quantité de données qui étaient accessibles sur Internet. Donc, il faut penser Twitter, Reddit, Wikipédia, toutes sources de données, qui ont pour l'instant, pour la plupart, une approche fermée des modèles, c'est-à-dire que pour accéder à ces modèles, il faut se connecter via une API qui est payante. Et plus récemment, on a vu une deuxième vague qui est arrivée, qui est une vague plutôt basée autour d'une communauté open source, hébergée sur GameFace, et qui, eux, s'organisent autour de modèles plus petits, plus faciles à prendre en main, plus faciles à fine-tuner en fonction des besoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu un débat en ce moment sur laquelle des deux approches va remporter un peu cette compétition sur les modèles. Nous, on pense qu'en fait, il va y avoir de la place pour les deux. Et ce qui fait que les gens vont choisir une approche ou une autre, ça va être différents critères. Donc, ça peut être des critères de coût, ça peut être des critères de facilité d'itération sur le modèle, ça peut être aussi des critères de fine-tuning. Ce qui est intéressant aussi à constater sur cette approche-là, c'est que les premiers entrants, donc OpenAI et autres, ont eu une approche de tenter de venir réguler le marché en faisant du lobby auprès des différents organismes gouvernementaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans une optique de rendre l'entrée sur le marché pour les nouveaux entrants plus difficile. Voilà. Et donc, on va voir comment ça évolue. Nous, on pense qu'on se retrouvera en tout cas avec une constellation de modèles plutôt spécialisés et qu'il y aura aussi la place pour ces grands modèles généralistes.
Quand maintenant on se pose la question un peu de, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces modèles IA? Alors deux manières un peu de simplifier les choses. La première, c'est de se dire, on a un stagiaire pas très malin, mais avec un temps infini, à qui on peut donner des tâches du coup, relativement simples, mais qui va avoir une capacité de travail infinie et donc qui va pouvoir gérer beaucoup de tâches, en parallèle. La deuxième manière de se dire, où est-ce que cette IA peut avoir de l'impact, c'est, toutes les tâches aujourd'hui qui prennent plus de 20 secondes, potentiellement, ces IA peuvent venir aider. Et quand on regarde un peu plus en détail les capacités de ces modèles-là, on voit plusieurs manières sur lesquelles elles peuvent apporter. Donc, il y a déjà toute la partie génération, donc génération de texte, génération de vidéos, génération d'images. On a plusieurs entreprises qui sont positionnées sur cette partie-là, notamment par exemple côté marketing, Jasper AI, qui permettait facilement de générer du contenu marketing. Donc ça, c'est la première partie plutôt évidente. Il y a une deuxième partie qui est moins évidente, mais qui est aussi très intéressante. C'est sur la structuration de données non structurées. Donc typiquement, ce qui est intéressant ici, ça va être par exemple toutes les données internes de l'entreprise qui sont stockées sur Notion, dans les différents logiciels métiers, CRM ou autres. On voit aujourd'hui des acteurs sur le marché. Par exemple, pour citer les acteurs français sur ce marché, on va avoir Dust, 440, qui se positionne justement sur la structuration de l'information en interne pour faciliter la collaboration et qui vont donc se connecter à ces différentes sources et être capables de venir structurer à la volée grâce à ces IA l'information de l'entreprise et donc facilement, par exemple, être capable de retrouver une information pertinente dans l'ensemble des sources de données de l'entreprise. Et donc ça vient donc structurer l'information, la synthétiser, la résumer et la classifier. Et les troisièmes usages qui sont intéressants à regarder, c'est tout ce qui est autour du code. Donc ça va être générer du code, générer des requêtes SQL. Ici, de bons exemples, je pense que vous connaissez bien, c'est GitHub Copilot. Globalement, ils sont capables, à partir d'une instruction en langage naturel, de venir générer soit des bouts de code, soit des tests, etc. etc. Et la dernière partie qui est vraiment intéressante et qui est le sujet du moment, c'est l'aspect multimodal. L'aspect multimodal, c'est passer de la voix au texte, du texte à l'image, du texte à la vidéo, etc. etc. Et ici, on a plein d'exemples très intéressants. Pour rester par exemple, dans les entreprises françaises qui utilisent ces technologies-là, un exemple qui est intéressant à citer, c'est Nabla, qui, par exemple, eux, grâce à ces technologies-là, sont capables de transcrire les consultations entre patients et médecins, de les transcrire en temps réel, donc de passer de la voix au texte, et ensuite d'en faire un résumé de consultation pour faire gagner du temps à des médecins. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, très intéressants, de productisation de ces algorithmes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les capacités LLM en soi ne sont pas des produits, et qu'il y a toute une partie autour de créer une expérience, un produit, autour de ces capabilities. Donc voilà pour l'overview, et il faut savoir aussi que ça bouge énormément, il y a énormément de nouveaux modèles qui arrivent, et c'est un territoire qui va évoluer très rapidement sur les 12-24 prochains mois qui arrivent. Trop Tu veux bien. prendre Nico? Ouais, c'est la plateforme. C'est bon, vous m'entendez? Trop bien. Merci, William. Donc, maintenant, ce qu'on voulait faire, c'est vous partager quelques takeaways du développement des agents conversationnels IA au sein du projet Cura. Cura, c'est un agent conversationnel aujourd'hui qui permet aux patients et aux aidants, les aidants, c'est les gens qui gravitent autour de personnes qui souffrent de maladies chroniques, de mieux comprendre leur maladie, les symptômes, les traitements, les habitudes de vie à changer et avoir un support psychologique et émotionnel. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'histoire derrière Cura, c'est une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui est une dépigmentation de la peau. Donc elle a été démocratisée par une mannequin québécoise, Winnie Harlow, qui en a fait son business. Édouard Philippe, il souffre aussi de ça. Michael Jackson à l'époque. À gauche, en bas, là, c'est une photo de moi un peu stylisée. Mais en gros, c'est l'histoire, l'origine story, c'est que moi, ça m'est arrivé
il y a 3 ans, j'ai déclenché Vitiligo juste au début du Covid à cause de la pression du travail à l'époque chez Spendesk. Et ça m'a mis 3 ans de trouver un médecin spécialisé qui s'y connaissait vraiment. Ce qu'on a trouvé complètement absurde, c'est anormal, selon nous, sur des sujets de santé, soit plus compliqué d'avoir accès à la bonne information, à se sentir soutenu au sein du parcours et de l'apprentissage de vivre avec ce genre de maladie. Et donc, cet été, on a, avec William, Nanou, des designers, Bettina, Romain, Tom, et des ingénieurs comme Nanou et Sergueï, commencé à travailler autour de cette expérience-là, parce que ça nous permettait, de développer des projets dans l'IA, et ça nous permettait surtout de faire un projet pro bono, bénévole, entre des aventures plus commerciales, et donc de faire quelque chose d'utile socialement. Donc aujourd'hui, on a une phase où on cherche des bêta users. Le vitiligo, c'est 1 million de personnes en France. C'est entre 1 à 2 % de la population mondiale. Donc, il est très probable que vous connaissiez des gens autour de vous. Si vous les connaissez, c'est que vous êtes un aidant. Donc, vous pouvez complètement apply sur le form. Et si vous l'avez vous-même ou des gens de votre famille, ce sont des patients. Et ça nous intéresse aussi pour qu'on puisse les onboarder sur le produit test qui va être en bêta jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un peu de contexte là-dessus, sur ce projet pro bono qui nous tient à cœur et qu'on va continuer à développer toute l'année prochaine. Et maintenant, je vais laisser peut-être William sur les learnings qu'on a eu côté design sur ce projet-là. Super, merci beaucoup, Nico. Sur les learnings design, ce qui est intéressant, et je reprends le point de tout à l'heure, c'est les modèles LLM, ce n'est pas des produits, c'est des capabilities, mais ce n'est pas des produits. Et donc, c'est vraiment important de construire une expérience produit qui a de la valeur pour des utilisateurs autour de ces LLM. Et le point qui est différent par rapport à un SaaS classique, c'est que dans un LLM, dans ces capacités-là, la sortie du LLM n'est pas déterministe. Ça dépend de l'input, ça dépend du modèle. Et donc, il y a un aspect un peu probabiliste dans ces capabilities qui change un peu la nature de l'expérience qu'on va avoir avec ces LLM. Et donc, avec Nico, avec Nanou, on s'est posé un peu la question de comment ça a impacté un peu le design de l'expérience qu'on voulait créer et quels étaient les principes qu'il fallait qu'on suive pour faire en sorte que cette expérience-là reste bonne et que l'utilisateur ne soit pas perdu face à cette potentielle black box que sont les modèles LLM. Donc le premier principe qu'on a identifié, c'est de commencer par l'utilisateur. Donc ça ne change pas, hein, que le produit, ça soit un produit SaaS classique ou que ça soit un produit IA. Il faut partir des besoins de l'utilisateur, il faut comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on veut lui apporter et comment faire en sorte que l'expérience soit bonne. Ici, pour illustrer cet exemple-là, j'ai pris l'exemple de Pi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pi, mais c'est une boîte qui a été lancée par Reid Hoffman et Mustapha, qui sont deux anciens, un cofondateur de LinkedIn, le cofondateur de LinkedIn et un ancien de Google DeepMind. Et eux, ils ont créé un agent conversationnel qui permet d'adresser plutôt des besoins consumer. Là où ChatGPT, on est sur des besoins plutôt B2B, productivité, eux, ils ont adressé des besoins consumer. Et donc, ils se sont posé la question de quand quelqu'un vient parler à mon agent, a priori, il vient pour des raisons particulières. Et ce qui est intéressant dans l'expérience qu'ils ont créée, c'est que, par exemple, quand on arrive sur le chat de Pi, on voit qu'il propose tout de suite des expériences. Donc, ça peut être je veux apprendre quelque chose de nouveau, je veux vouloir brainstormer une idée, je veux des conseils sur une relation. Et ça, c'est très intéressant, notamment dans le démarrage de la conversation, pour ne pas partir d'une feuille blanche, guider l'utilisateur et montrer qu'on a compris pourquoi il venait et qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter. Le deuxième principe, c'est de mettre le bon contexte autour de l'utilisation, de ce que peut faire et ne peut pas faire les modèles IA. Encore toujours dans l'exemple de Pi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, une question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut cacher le fait que c'est une IA ou pas?
Nous, on pense qu'il faut être transparent sur le fait que c'est une IA. L'exemple ici, encore une fois, c'est Pi qui vient clairement expliquer que c'est une IA. Le troisième principe, c'est d'être autant que possible transparent sur les résultats qu'on donne et pourquoi on les donne. Souvent, les gens vont poser des questions à ces modèles-là. Donc, on pense à ChatGPT, par exemple. Et en fait, ces modèles-là ne sont pas des bases de connaissances. Ils ont appris sur l'ensemble des données qui sont disponibles sur Internet. Donc, ils sont capables de générer du texte à partir de ces données-là. Il y a des chances non négligeables que ce texte-là soit vrai, entre guillemets, mais il n'y a aucune garantie que ça soit vrai non plus, parce que ce n'est pas des bases de connaissances. Dans l'expérience qu'on crée à partir de ces modèles-là, il faut quand même être capable, on pense, d'expliquer les résultats. Exemple ici, encore une fois, j'ai posé la question à Pi, je lui ai dit, très bien, j'ai posé une question, et je lui ai dit, OK, ces informations, d'où est-ce qu'elles viennent? Et lui m'a répondu, j'étais entraîné sur des sources de données, avec par exemple des journaux médicaux, des articles académiques. Toutes ces données ont été compilées à la main par des humains, c'est des sources qui ont été vérifiées, et j'en tire, et du coup, la réponse que j'en tire est une conclusion de toutes ces informations-là. Une étape supplémentaire qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour expliquer les résultats, ça serait d'aller un cran plus loin et de donner les sources, de donner les liens, un peu comme ce qui se fait sur Wikipédia, et d'être capable de dire cette information, elle vient de tel ou tel endroit. Le dernier design principles qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est le fait de gérer un peu les situations où soit on ne veut pas répondre, soit on n'est pas capable de répondre. Encore une fois, c'est une expérience où on ne sait pas où la conversation avec un agent conversationnel peut nous amener. L'idée, en tout cas, c'est d'être capable d'identifier ces moments-là et de dire là, c'est plus notre périmètre. Un exemple qui est intéressant pour nous, par exemple, dans le cas de Quora, c'est que nous, du coup, on veut faire du partage d'informations vérifiées, sourcées sur le vitiligo à destination des aidants et des patients. Ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est du diagnostic. Le diagnostic, ça reste le domaine des médecins et des experts de la santé, et nous, on ne veut pas rentrer dedans. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes pour s'assurer que quand on est en dehors de ce périmètre, on n'ira pas raconter n'importe quoi. Autre exemple, et ça, Anel le montre après, mais on se base sur une source de données que nous, on a vérifié avec des experts du domaine, des informations qui sont fiables. Si on n'a pas la réponse à la question posée, il faut qu'on soit capable de dire « Désolé, on n'a pas la réponse à cette question posée ». Et tous ces mécanismes sont clés pour créer une expérience qui soit bonne et créer ce lien de confiance vis-à-vis de la donnée qui est partagée et vis-à-vis de l'expérience au global. Donc voilà pour les design principles. Je vais maintenant passer la main à Nanou pour vraiment plus sur la partie technique. Comment est-ce qu'on a implémenté tout ça? Bonjour à tous, merci Will. Du coup, moi j'ai rejoint l'équipe Millefeuille /Cura.ai pour développer du coup le petit projet pro bono qu'on a à côté. Donc il faut savoir qu'à la base, quand Nico et Will sont venus me voir aussi, j'avais pas forcément de connaissances autour de ce sujet-là. Donc du coup, j'ai appris au fur et à mesure. On a appris tous ensemble d'ailleurs comment faire quelque chose de structuré. Donc une des premières choses à faire quand on veut développer un produit AI, comme l'a dit William, si on veut éviter les hallucinations des modèles qui peuvent se produire aujourd'hui quand on teste sur ChatGPT, on peut avoir des réponses qui sont pas forcément ultra pertinentes. Le but du jeu, c'est de nous créer une base de connaissances. Du coup, nous, comme base de connaissances, pour l'instant, celle qu'on utilise pour tester notre projet, c'est l'Association française du vitiligo. Donc, on a été récupérer toutes les pages de ce site web afin de nous créer un dataset pertinent pour le use case qu'on a envie de traiter. Donc ici, le vitiligo. Comment ça se passe pour qu'ensuite l'AI puisse interroger cette source de données? Il faut pouvoir lui parler dans son langage. Son langage, ça passe par créer des embeddings. Des embeddings, c'est un format particulier, vectoriel, donc comme vous pouvez voir à droite, donc qui est représenté avec des nombres, avec lequel les AI vont pouvoir souvent interagir.
Pour créer ces embeddings, on peut utiliser différents modèles aussi qui sont spécialisés là-dedans. Nous, pour l'instant, on utilise TextAda Embedding 002. C'est le modèle OpenAI pour générer nos embeddings. Et ensuite, on l'enregistre dans une base de données qu'on va devoir rendre disponible. La base de données, nous, qu'on a choisie, c'est Supabase pour l'instant, déjà parce qu'elle répond à nos attentes pour stocker ces embeddings-là. Et que c'est avec des technologies qu'on connaît. Notamment, c'est du PostgreSQL ici. Donc, si jamais vous êtes à l'aise avec, c'est assez facile d'interagir. Et c'est gratuit. Donc, pour tester notre projet, franchement, c'est top. Et ça a des capacités en plus derrière. La seconde étape d'un projet comme celui-ci, donc étant un chat, c'est de retrouver l'information à partir d'une source de données définie, donc celle que nous, on a stockée, donc à savoir l'Association française du vitiligo. Il faut pouvoir l'interroger. Si tu peux passer la prochaine. Merci. Donc pour l'interroger, donc comme je vous ai dit, nous, on a mis la donnée dans Supabase. Donc cette donnée sous format vectoriel, il va falloir pouvoir l'interroger selon la question de l'utilisateur qui utilise le chat. Donc pour faire ça, au début, on n'utilise pas forcément de modèle AI. Il y a des algorithmes mathématiques qui permettent de retrouver des similarités. Donc ça peut être une simple fonction PostgreSQL qui va chercher les similarités avec votre question bien définie. Bien évidemment, il peut y avoir des étapes au préalable pour reformuler la question utilisateur, pour savoir qu'elle est correcte. Donc pour ça, vous pouvez utiliser aussi des modèles. En fait, ça ne fait que faire des allers-retours entre votre modèle, votre algorithme et votre base de données. Une fois qu'on a retrouvé les documents qui nous sont intéressants pour la base de connaissances, donc on va pouvoir sourcer et indiquer à l'utilisateur, on va pouvoir traiter ces documents-là. Et donc, pour ce faire, on utilise LangChain. Donc, Clément va pouvoir vous décrire juste après dans son talk. Il sera probablement plus expert que moi là-dessus. Mais on utilise LangChain pour communiquer avec un modèle. Le modèle, on peut le choisir. C'est ça la force de LangChain aussi, c'est que c'est assez abstrait des différents modèles qui existent sur le marché. Donc, pour l'instant, nous, on utilise OpenAI aussi parce que c'est simple d'accès. Il y a beaucoup de documentation aussi autour de ça. Et donc, on peut, en fonction du contexte, donc le contexte qu'on s'est créé avec la question utilisateur, son historique de chat et le dataset qu'on a, on peut interroger OpenAI pour lui dire, à partir de ce contexte restreint, réponds à ma question. Donc pour héberger tout ce code-là aussi, on utilise render.com. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est top pour déployer vos services. Et pour l'instant, notre POC, justement, fonctionne avec WhatsApp, mais demain, rien ne nous empêche d'utiliser des services de temps réel autour ou même d'avoir notre propre application mobile. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Les learnings qu'on a sur les limitations, c'est qu'il faut faire très attention à comment on communique avec les différents modèles. Chaque modèle est différent. Il y en a qui vont être spécifiques dans certains métiers et d'autres non d'ailleurs, dont OpenAI. Et il faut savoir lui parler correctement. Notamment OpenAI et notamment GPT-4, il y a une taille de contexte définie, en tout cas pour le modèle de base. Donc, il faut faire attention à restreindre le contexte qu'on lui donne. Donc ici, c'est 8000 tokens. Si on dépasse, eh bien, on va avoir une erreur. Donc, il faut réussir à bien borner ce problème. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des petites astuces, comme essayer de demander avant, au préalable, à GPT de faire un sommaire de mes documents pour que je puisse lui redonner après. L'autre limitation qu'on a aussi, c'est la rapidité d'exécution. Donc, on est quand même fortement dépendant du modèle qu'on utilise, à quel point il est rapide, et potentiellement, si c'était notre propre modèle, sur quelle machine on tourne. Mais imprimer un message, répondre à l'utilisateur, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, pourquoi? Parce qu'on attend la réponse d'OpenAI. Et donc, si on imprime un message dès qu'on l'a reçu entièrement, il va y avoir une sensation de lenteur qui va être évidente. Cette sensation de lenteur, par exemple, comment est-ce qu'OpenAI, quand vous utilisez ChatGPT EasyPally, c'est en affichant la réponse au fur et à mesure. Du coup, vous avez une sensation de rapidité sur le modèle GPT-4 ou GPT-X. Les options qu'on a autour de ça pour essayer de traiter ces problématiques chez Cura, on veut utiliser déjà des plugins particuliers. Donc, par exemple, OpenAI a le plugin ChatGPT Retrieval Plugin qui va avoir sa propre mémoire et qui va pouvoir accéder
directement à la source de données que l'on souhaite, au lieu de faire des petites manipulations de notre côté. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, pour répondre au problème de la lenteur, on va tenter Supabase Real-Time, qui est une solution temps réel de messaging, pour essayer de faire aussi une impression à la ChatGPT, histoire que ce soit plus rapide. En tout cas, que la sensation d'utilisation soit plus rapide. Trop bien. Merci Nanou. Donc pour nous suivre sur le média, c'est à gauche. Et si vous voulez nous soutenir, parler du projet Pro Bono qu'on développe autour de vous, n'hésitez pas. Inscrivez-vous aux forums. Si vous voulez contribuer, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et Clément, je pense qu'on peut prendre la suite du coup. Merci à vous trois. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir des messages. Par exemple, il y a Vincent qui disait qu'il a bien fait de venir, il a appris des choses. C'est cool. Il y avait peut-être une petite question. Alors, je vois qu'il y a plein de monde qui a répondu déjà dans le chat. Juste avant de faire venir Clément, il y a Vincent qui posait une question. Peut-être que ça a déjà été bien répondu par message, mais peut-être avoir ton avis, Anaël, sur ça. Est-ce que passer par Pincor était recommandé dans ce cas ou c'était overkill? Je pense que c'était sur un truc ou un outil que tu parlais. Peut-être que Clément, si tu veux interagir aussi à ce moment-là, ça peut être intéressant. Alors, Pinecone et Supabase sont souvent comparés. Il y a plein de différentes solutions pour stocker les vecteurs. Nous, on a choisi Supabase parce que ça apparaissait souvent. Il y a plein de documentation autour. Et je n'ai pas eu la curiosité de tester Pinecone en plus. À savoir, on voulait tester déjà notre produit, mais potentiellement, on aurait pu l'utiliser aussi. Okay. Honnêtement, j'ai rien à dire. Hein. Il a tout dit. Et je pense que c'est un des problèmes récurrents actuellement qu'on a dans l'écosystème IA, c'est qu'il y a trop de bases, il y a trop d'outils. C'est trop le bordel. On a Supabase, Weaviate, Chroma, Pinecone, Qdrant, enfin bref, il y en a partout. Du coup, il y a un moment, il faut en choisir une qui nous paraît bien, auquel on pense qu'il fit à peu près bien nos besoins, et puis on se lance, quoi. Avant de passer à ta partie, Clément, et j'essaie de ne pas être déjà 35, on est déjà en train un petit peu de manger dessus, mais peut-être qu'on finira un poil en retard. Ça nous arrive jamais habituellement, hein, on est plaisante. Juste, il y a Estelle qui pose une question. En fait, c'est une question, je l'ai vu beaucoup passer sur le Slack de Crème, des gens qui parlaient de toute la partie un petit peu juridique, RGPD, data, de l'entrée de données dans ce genre d'outils. Est-ce que, là encore, tout le monde peut s'exprimer parmi vous, c'est pas qu'une question pour Millefeuille. Hein. Est-ce que vous avez des petites choses qui peuvent nous intéresser à nous dire sur ça? Ouais, bien sûr. Je parle pour Millefeuille. Hein. Nous, en tout cas, c'est un sujet qu'on regarde très sérieusement sur ce projet Pro Bono, parce que c'est pas parce que c'est Pro Bono qu'il ne faut pas faire les choses proprement. Donc évidemment, pour tout ce qui est données personnelles, ce qui est important, c'est de demander le consentement en fait, de la personne avant d'aller collecter cette donnée-là. Et nous, en plus, le sujet supplémentaire qu'on doit regarder et qu'on doit traiter, c'est de la donnée personnelle de santé. Dans le cas d'un assistant conversationnel qui vient potentiellement te conseiller, t'indiquer sur ta maladie, via la conversation, on peut être amené à avoir des informations sur ta santé physique, mentale ou autre. Et du coup, il faut qu'on soit carré sur cette partie-là et qu'on soit capable de montrer qu'on gère proprement ces données-là. Et donc, il y a pas mal de ressources disponibles pour essayer de creuser ces sujets-là. Il y a le site de la CNIL qui est bien fait, qui a une partie particulier, mais qui a aussi une partie entreprise. Mais en gros, les sujets qu'il faut avoir en tête, c'est demander le consentement, expliquer pourquoi on collecte la donnée, et garantir les droits des utilisateurs, c'est-à-dire le droit de voir quelles sont les données, le droit d'effacer les données, etc., etc. Il y a toute une liste de droits qu'il faut respecter. Et dans le cadre de la donnée santé, il faut en plus donner des garanties sur le fait que la donnée elle est hébergée sur des serveurs qui sont certifiés données de santé. Et donc là, il faut trouver le bon partenaire. En France, par exemple, Amazon AWS est certifié, donc ça pose pas de problème, mais il faut faire les démarches, il faut montrer qu'on a fait ces démarches-là et qu'on est capable
de répondre du coup aux demandes à la fois des utilisateurs et aussi des organismes qui s'assurent que les données soient bien traitées. Ok, merci William, c'est très complet. Je pense que Estelle, tu as eu la réponse à ta question. Sans transition, Clément, je te laisse prendre la suite des événements. Allez, on est Donc parti. là, on va partir sur peut-être une partie un peu plus technique. Bon, je te laisse introduire ta partie, Clément. J'ai peur de dire des bêtises. Technique, plus ou moins, dans le sens que j'ai essayé de construire cette présentation pour en faire la chose le plus accessible possible. À la fois accessible pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui est vraiment juste intéressé d'un point de vue très global, il y aura pas mal de vulgarisation, mais aussi de quand même en faire quelque chose de technique, parce que justement, enfin, on s'adresse aussi à des devs, et donc vraiment, on va voir si j'arrive à danser à la fois sur les deux pieds. Alors du coup, évidemment, on va vous parler de LangChain, le framework d'IA. Donc, pourquoi j'ai mis que c'est un nouveau paradigme? Parce que justement, en fait, LangChain, ça rejoint la phrase que William a dit, c'est que le problème autour des LLM, c'est de construire une expérience produit autour de ces IA génératives. Et je trouve que c'est justement ce que LangChain permet facilement de faire, en fait. C'est de sortir l'IA générative de strictement du texte pour la connecter à d'autres choses. Et en fait, cette chose, le fait de plugger le LLM à autre chose, c'est ce qui nous ouvre un nouveau paradigme d'IA. Bon. Mais pour commencer, du coup, juste petite introduction sur qui suis-je. Moi, de base, j'ai fait un parcours d'ingénieur en mathématiques appliquées et informatique. Bon, ça, c'est ce qu'il y a écrit sur le diplôme, mais dans les faits, en fait, j'ai fait de la data science, donc avec les modèles de reconnaissance de computer vision tels que YOLO, etc. Et puis, après, j'avoue que j'étais pas très enthousiasmé parce que je trouvais que c'était très lourd à faire. Fallait donner des gros jeux de données pour arriver à des trucs juste pour dessiner un petit carré sur une image. Ouais, c'était moins pour moi. Moi, ce que je préférais, c'était vraiment construire une expérience. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fondé une startup avec des amis. On est rentré à The Family et tout, etc. Ce qu'on essayait, c'était, on dit des gamers. En fait, on voulait introduire une dimension de jeu d'argent dans le jeu vidéo, parce que pendant le Covid, on s'est amusé à parier sur nos parties d'Age of Empires, et d'un coup, les parties, c'est devenu un truc de taré. On s'est dit, putain, il y a un vrai truc là. Et moi, je faisais tous les modèles statistiques et tout, etc. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et finalement, j'étais un petit peu, moi qui étais un peu fâché, entre guillemets, avec l'IA, et j'y suis revenu avec les LLM, parce que j'ai essayé de revenir, vu que la startup, malheureusement, on a été obligé de terminer pour des problèmes de trésor. Et je suis revenu dessus parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'IA que je faisais, elle a un petit peu changé en quelque sorte. Déjà, petit point vocabulaire rapide, LLM, Large Language Model, c'est un type d'intelligence artificielle qui est conçu pour comprendre et générer du texte. GPT-4 ou Llama, le modèle de Facebook, ou même le récent Mistral. Voilà, donc quand j'utiliserai LLM, je me réfère vraiment à ça pour que ce soit clair. Il y en aura d'autres, des petits points vocabulaire, parce que c'est vrai qu'il y a du nouveau jargon qui est introduit dans l'IA, donc ça peut parfois être un petit peu compliqué. Alors, moi, ce qui m'a vraiment poussé au début, c'est ce petit truc-là, en fait. Je suis tombé par hasard sur un médium d'un mec qui expliquait comment, en fait, il a réussi à faire en sorte que GPT-4, il sorte d'un labyrinthe, en fait. C'est-à-dire que ça parlait des capacités de spatialisation de ChatGPT, enfin de GPT-4 plutôt. Et quand je suis tombé là-dessus, ça m'a vraiment très intrigué, parce que je me suis dit: «Putain, mais attends, ChatGPT, c'est un modèle textuel? Comment ça se fait qu'on passe sur un modèle qui est capable de reconnaître de l'espace?» Alors que pourtant, c'est pas du tout une IA qui a été entraînée pour de la spatialisation. En fait, on est passé d'instructions que par du texte. C'est-à-dire qu'on lui dit: «Tiens, tu veux tourner à droite ou à gauche? OK, tu tournes à droite, là, il y a un mur, là, il y a rien. Droite, gauche, tout droit, quelle direction?» Et en fait, du premier coup, il trouve la sortie comme, montré, ici, en fait, sans trop galérer, quoi. Et je me suis dit: «Putain, mais en fait, on est sur quelque chose d'autrement». Alors, pour rappel, comment ça se passait? Bon, j'ai appelé ça entre guillemets «l'IA d'avant». C'est-à-dire que moi, l'IA, ce qu'on pourrait dire la data science, que moi j'ai appris pendant mes études en fait, c'est on prend des images, là ici, de chiens, de chats, mais on en prend vraiment une chier énormément. On va ensuite ces images-là, on ne peut pas les donner comme ça, on va les pré-traiter, donc on va les découper en carrés, et tout, etc. On va faire des trucs compliqués pour les donner à manger à nos réseaux de neurones avec des architectures extrêmement complexes. On se pose toujours la question, est-ce que je mets une dense layer, est-ce que je mets une couve layer et tout, etc. Bref, c'est très complexe. Tout ça pour dessiner un petit carré sur des images. Donc,
Là, c'était dans le cas de la computer vision, mais globalement, comment ça se passe? C'était, on donne de la data. Cette data, il faut faire énormément de pré-traitement. Il faut faire des techniques qu'on appelle de data augmentation parce que parfois le dataset, il est trop petit. C'est-à-dire que on va dupliquer les images, mais on va les mettre en miroir, des conneries comme ça pour augmenter le dataset. Tout ça, on va donner ça à un réseau de neurones qui est une architecture complexe. C'est le processus d'entraînement afin d'avoir une output après. C'est-à-dire que ça fonctionne bien. Et en fait, ce qui est assez fascinant avec les LLM, c'est que d'un coup, heu, on peut simplifier parfois ce processus. On donne de la data, très peu, juste une petite entrée de data. Typiquement dans le labyrinthe, on lui dit: «Tu peux aller à gauche, à droite ou tout droit derrière, dans les 4 directions». S'il va à gauche, on lui dit: «Bah, tiens, il y a un mur, qu'est-ce que tu fais?» Voilà. Ce qu'on appelle du few-shot learning en fait. Juste donner un petit peu de data. On donne ça dans un prompt où on lui explique. Derrière, ce prompt, bah, évidemment, est passé dans un LLM et ensuite on a l'output désiré, en fait. Par exemple, si on voudrait faire apprendre à une IA à jouer à Minecraft, oui, oui, il y a des gens qui ont fait ça, mais une IA, un LLM, en fait. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Minecraft, c'est un petit jeu vidéo, type un peu, Lego, quoi. Hem Et bah, là, par exemple, on peut voir que l'information qui est passée à l'IA sur la case du milieu, c'est qu'il y a un cochon, qu'il a, tant de santé et qu'il a faim. Du coup, il fait quoi? Bon, c'est pas très vegan, mais il va réfléchir, il va dire: «Oh bah tiens, ma jauge de faim est à 0, donc j'ai besoin de nourriture. Or, il y a de la nourriture devant moi. Je peux en prendre pour obtenir des côtelettes et qui vont renforcer, sur desquelles je vais pouvoir me nourrir. Du coup, task, kill one pig», en fait. On a le même raisonnement juste au-dessus avec, le poisson. Hem, à peu près, il a, de quoi se faire, il a une canne à pêche, il est près d'une rivière, hop, il pêche, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de réflexif, en fait. L'IA, elle c'est-à-dire qu'avec le LLM, on peut faire réfléchir l'IA à partir des données qu'elle entre. Et du coup, on n'a pas besoin de rentrer des milliers pour qu'elle imprime, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on avait une application, une IA, entre guillemets. Là, maintenant, on a une application et tout ça, enfin, on a plein d'applications qui peuvent tourner sur à peu près le même type d'IA, donc un LLM. C'est là qu'en fait, on va arriver à la nouvelle notion, la notion d'agent. Alors, qu'est-ce que c'est un agent? C'est ce que je vous ai montré. Un agent, c'est un système qui utilise un LLM pour déterminer et choisir une séquence d'actions à effectuer. Par exemple, je ne sais pas si vous avez utilisé Bing Chat pour rechercher sur internet, mais Bing Chat, c'est en quelque sorte un agent parce que vous lui posez une question et du coup, il va devoir déterminer quelle recherche il va faire, sur Bing, quel mot il va écrire, quelle recherche il va faire, donc quelle requête API, quel site il va consulter, parmi les sites qu'il a consultés, lesquels sont pertinents, ensuite parmi lesquels sont pertinents, où est l'information intéressante qu'il va nous renvoyer, et cetera. Ça, c'est un agent, en fait, et les agents, c'est un petit peu le futur, quoi. Et à tel point qu'on a le pouvoir des agents actuellement, c'est on a mais très récemment, je crois que c'était, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en tout cas moi je l'ai vu la semaine dernière sur Twitter, on a un papier de recherche qui a été révélé où justement il y a des gars qui ont appris, à une IA à faire du pen spinning. Clément, je sais pas si tu peux mettre ma caméra, mais en gros le pen spinning c'est ça. C'est genre, c'est tourner son stylo comme ça et en fait ils ont appris à une main robotisée à faire du pen spinning. Comment ils ont fait? Ils sont passés en fait ils ont utilisé un LLM comme intermédiaire pour décrire les situations et bien faire comprendre à l'IA, en fait. Là, il faut que tu bouges tel doigt, là, il faut que tu bouges tel autre doigt, et cetera. Et en fait, alors ça peut paraître un peu enfantin dit comme ça, mais cette histoire du pen spinning, c'est un problème ouvert en robotique. C'est-à-dire que jusqu'à, bah, à présent, on ne savait pas comment entraîner, on n'arrivait pas à entraîner correctement un réseau de neurones à faire du pen spinning. C'était un peu trop compliqué. Et là, maintenant, ça marche nickel en utilisant un LLM comme interface, en fait, justement, pour, créer ce qu'ils appellent des fonctions de récompense et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique. Mais du coup, et bah, pour faire comme on peut faire du pen spinning, je vous l'ai montré, on peut faire une IA qui joue à Minecraft, en fait, où entre guillemets, c'est que des prompts. Et justement, il y a un papier de recherche que si vous vous intéressez au monde de l'IA, je vous le conseille, il est très intéressant, un open-ended unbounded agent with large language models, où ils parlent de leur agent voyageurs qu'ils ont fait pour rejouer à Minecraft. Et on peut voir sur les courbes ici que bah, l'agent voyageur, il arrive jusqu'au niveau du diamant, c'est à peu près c'est quelque chose qui est un peu dur à faire
sur Minecraft, en fait. Donc, ça demande une certaine maîtrise du jeu, en fait. Et il est capable de crafter des outils en diamant. On voit même que la courbe, elle continue, quoi. Il aurait pu encore faire tourner le modèle et puis il aurait continué. Et puis, il explique plein de choses dans le papier, en fait. Sauf que c'est là où moi, mon travail il intervient. C'est que si vous regardez, là, en fait, c'est pas sur ce graphique, on a plusieurs courbes, plusieurs couleurs. En fait, chaque courbe, chaque couleur, c'est un agent qui a été programmé différent. Les agents du papier sont les agents bleus et les agents orange. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'en fait, c'est pas si simple de coder un agent performant. Et c'est là où moi, mon travail, il intervient en tant que freelance. Moi, ce que je vends à mes clients, c'est de coder des agents performants, en fait. Parce que c'est bien gentil d'avoir d'avoir un truc qui est capable de faire quelque chose, de plugger ChatGPT, enfin GPT-4 à Minecraft, mais c'est pas pour autant qu'il va savoir jouer, en fait. Et c'est là où vous voyez, on a une architecture un peu compliquée sur laquelle je vais pas revenir, j'ai juste mis les images pour vous faire comprendre, mais c'est pas aussi trivial que ça. Mais pour autant, moi, je trouve ça plus intéressant parce que il y a vraiment cette notion d'architecture élaborée, là où, on sort en fait presque de l'aspect boîte noire. C'est une critique qu'on fait souvent aux intelligences artificielles, cet aspect vraiment boîte noire, où on ne sait pas ce qui se passe. Et ben là, en fait, avec ChatGPT, enfin plutôt, excusez-moi, GPT-4, faut que j'arrête de dire ChatGPT. Avec GPT-4, bah, vu que c'est du texte, on sait à peu près ce qui se passe, entre guillemets. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre en fait et de mieux savoir. Et comment est-ce qu'on crée des agents assez performants? Heu, c'est quoi une bonne manière de créer des agents? Bah, c'est d'utiliser LangChain, voilà. Bah, oui, vous voyez où je veux en venir en fait. Donc qu'est-ce que permet le framework LangChain? LangChain, c'est un framework très complet. Je dirais qu'il y a 3 grandes fonctionnalités qui sont très intéressantes. La première, c'est de pouvoir plugger un LLM à des tools. Mais vraiment, alors LangChain, moi je trouve que c'est même un peu, ça me fait un peu rire quand je présente LangChain à des amis. En fait, je vais sur la doc et je leur montre toutes les intégrations qu'ils ont fait. Les mecs, vraiment, ils se sont dit, on va intégrer tout. Donc on peut utiliser SERP API ou même DuckDuckGo donc, pour faire des requêtes Internet. On peut utiliser Wolfram Alpha pour faire des calculs. On peut utiliser l'API de Wikipédia. Bon, jusque-là, ça ressemble un peu à des plugins de ChatGPT, en fait, en quelque sorte. Et d'ailleurs, LangChain, c'était les plugins de ChatGPT avant les plugins de ChatGPT. Mais on peut aller plus loin que les plugins de ChatGPT. C'est-à-dire qu'on peut lui rentrer, on peut lui donner accès aussi à des Notion, à des Airtable, des SQL. D'ailleurs, ils ont même un truc qu'ils appellent un SQL Agent, en fait, qui permet de faire des requêtes dans une base de données SQL. Donc là, on commence à voir qu'on peut aller plus loin. On peut aussi le plugger à Twilio pour envoyer des messages, etc. Utiliser WhatsApp ou autre. On peut le faire coder en le pluguant à un shell ou à Python ou autre. Donc ça, c'est vraiment LangChain. Ensuite, si ça s'appelle LangChain, parce qu'il y a cette idée de chain, de chaînage en fait. Parce que quand vous voyez les trucs d'IA, en fait, vous voyez toujours des trucs avec des pieds, avec des ronds, avec des flèches dans tous les sens, comme on en a vu d'ailleurs dans la présentation juste avant où Anaël euh, nous parlait de ça en fait. Et en fait, c'est comme des Lego en fait. Et on peut les changer d'ordre ou les mettre dans d'autres ordres ou changer les briques de Lego. En fait, c'est ça que permet LangChain. C'est du chaînage. Et justement, c'est là où les agents ont commencé à exister. C'est quand on a compris que l'output d'un LLM pouvait devenir l'input d'un autre. C'est-à-dire qu'un LLM pouvait dire ah, je vais aller par là, et ensuite un autre LLM va dire je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller par là, parce que le plan il indique qu'il faut tourner à droite et pas à gauche. Tout bêtement. Ça permet aussi de créer des templates de prompts, donc de faire des prompts à l'avance qu'on peut pré-remplir. C'est un peu con, mais c'est très pratique quand en fait on sait que finalement le prompt ça devient une partie importante aussi. Et d'ordonner tout ça, les prompts, les LLM, etc. Ensuite, le dernier changement, dernière importance qui n'est pas notable, c'est que vu qu'ils ont intégré toute une chier d'outils, et bien en fait on a une interopérabilité de malade mental. Justement, il y avait la question tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas une cône ou autre et tout ça. Le problème actuellement dans l'écosystème IA, c'est que vu que c'est en pleine effervescence, il y en a des outils, il y en a partout. On a plein de LLM, Hugging Face, c'est que ça, c'est que plein de ressources, etc. Comment est-ce qu'on sait laquelle on l'utilise? Bah, déjà, on peut tester. Et aussi, ce qui est bien avec LangChain, c'est qu'en fait, vu que tout est intégré, en tout cas tout le plus possible, et jamais tout, mais le plus possible est intégré, on peut, en quelques lignes de code, et vous verrez ça après dans le notebook que je vais vous présenter, en quelques lignes de code, on peut changer en fait les LLM qu'on veut utiliser, ou la base de données vectorielle, ou les API. Par exemple, on peut pas passer par SAP par API, mais on préfère passer par DuckDuckGo. Hop, une ligne de code. On préfère utiliser un LLM open source plutôt que OpenAI, car on sait que OpenAI potentiellement va garder les données de toutes les requêtes.
et on préfère utiliser ça sur un LLM local, on peut le faire en LangChain. Une ligne de code. Et d'ailleurs, ce petit point-là, il est assez important parce que si vous travaillez avec des grands groupes, en fait, les grands groupes sont très frileux à l'utilisation d'OpenAI parce qu'ils savent très bien qu'en fait, qu'ils vont se faire absorber leurs données et tout, et que ça crée des gros problèmes de sécurité si vous parlez avec des DSI. Et justement, en fait, si on peut, quand l'open source, enfin, ça commence déjà à être le cas, là, il faut que je refasse des tests, mais l'open source, les petits LLM locaux, ils commencent à être très puissants. D'ailleurs, le dernier LLM Mistral est plutôt bien, ou même Falcon. C'est LLM open source. Justement, on peut les faire tourner en local et donc pas de perte de données ailleurs. Donc voilà. Maintenant, on va passer au cas pratique. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet. Alors, c'était un peu dans l'écosystème IA. C'était un tweet qui était passé c'était en mai à peu près. J'avoue, j'ai un peu galéré pour le retrouver, mais j'ai dû un peu scroll dans mes signés. Mais en gros, c'est un tweet où vous avez le fameux Steven qui félicite son ami Josh d'avoir build quelque chose avec Next et Vercel, bref, c'est technologies. Et il a créé un truc qui s'appelle PDF.ai, une application qui permet d'uploader les PDF pour chatter avec. Bon. Il a lancé l'application, 48 heures plus tard, il y a un mec qui l'a acheté pour 20 000 $. La leçon que je vais vous donner aujourd'hui, l'exemple que je vais vous donner, c'est une leçon à 20 000 $. Bon, je rigole parce que en vérité, c'est là où on voit que l'écosystème il va très très vite. Ce qui valait 20 000 $ en mai, tellement c'était nouveau, aujourd'hui on peut le faire très simplement avec LangChain. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Donc pour vous montrer PDF.ai, voilà, c'est ce truc-là, tout bête. Il y a un PDF, on lui pose des questions, genre de chat to PDF, quoi. Vraiment, extrêmement simple. Et créer des chats to PDF comme ça, c'est ce qu'on appelle du RAG. Donc Retrieval Augmented Generation. C'est ce que Anaël nous a montré. C'est justement combiner une base de connaissances avec la génération de texte d'un LLM pour élaborer une réponse. Et effectivement, ça, comme PDF.ai, et justement, ça permet d'éviter les hallucinations parce que le LLM, il n'invente pas n'importe où. En fait, il va chercher l'information ailleurs pour la distribuer. Bon, je vais faire assez vite, mais en gros, comment ça fonctionne? Pour setup le truc, on prend des documents, on les découpe. Ensuite, chaque petit morceau, on en crée un vecteur. Le vecteur, boum, on met ça dans une base de données vectorielle. Ça, Naël l'a déjà expliqué. Ensuite, après, quand l'utilisateur il pose une question, c'est là où on est dans la phase retrieval. Et sa question va être vectorisée. On va la mettre ça dans la base de données vectorielle. On va découper. La base de données vectorielle va nous renvoyer les chunks, les découpes précises. Et ça, on va mettre ça dans LLM. Et ensuite, on va avoir une bonne réponse. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Déjà, on va essayer de vous faire comprendre un peu plus ce que c'est qu'une base de données vectorielle, parce que c'est pas évident. Tout le monde n'a pas fait des espaces vectoriels où les gens s'en souviennent pas très bien. Imaginons que je fais une base de données vectorielle avec juste 2 éléments. Un premier document où il y a juste marqué chien. Un deuxième document où il y a juste marqué table. Je vous avoue que je ne me suis pas fait chier pour mes exemples. Bon, en gros, la base de données vectorielle, elle va me stocker le truc comme ça. C'est genre, ça, c'est un espace vectoriel. Je le représente en 2 dimensions parce que c'est beaucoup plus simple. Vous voyez qu'on a une croix qui représente c'est le chien et une croix qui représente la table. En fait, elle va spatialiser en quelque sorte les mots, quoi. Et quand on fait une requête à une base de données vectorielle, en fait, on peut faire que des requêtes par similarité. C'est-à-dire qu'on lui rentre une donnée et elle va nous envoyer la donnée la plus proche qu'elle possède dans sa base de données. Moi, la requête que je vais faire, c'est que je vais envoyer le mot chat dans la base de données. À votre avis, ça va être quoi la réponse? La réponse, ça va être tout simple. Ça va être chien, en fait. Parce que quand elle va placer le vecteur dans la base dans l'embedding, donc dans l'espace vectoriel, elle va se rendre compte que la base de données, en fait, elle voit que chat, c'est plus près de chien que de table, en fait. Donc, elle va nous renvoyer l'élément le plus proche, chien. Et c'est la base, ça, des RAG, en fait, tout bêtement. Bon, maintenant, on va faire l'exemple avec le code pénal. Alors ça, c'est un schéma que j'ai tiré de LangChain. Donc, je vais vous prendre LangChain. Vous voyez qu'on peut prendre n'importe quel type de ressources à la base. Donc, ici, on va prendre un PDF du code pénal. On va le charger, on va le découper. Moi, je vais le découper par article parce que c'est beaucoup plus simple. Vectoriser, base de données vectorielle. Ensuite, on va faire ce qui s'appelle le retrieve. C'est là où LangChain est vachement bien. C'est que le schéma que je vous ai montré, voilà, toute cette partie-là, 3 lignes de code. Voilà, tout ça, 3 lignes de code. Retrieve, et ça, le reste, c'est assez rapide. Hop. Donc, on va passer sur le notebook. Alors, je l'ai mis en gros, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'aller assez vite vu qu'il me reste peu de temps. Bon, de toute façon, avec LangChain, c'est pas très rapide. Donc, dans un premier temps, on charge le document avec LangChain. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai code pénal.pdf.
on utilise la fonction load and split. Là, vous voyez que j'ai une output de la première page, donc chapitre 1er, principes généraux, article 1.1.1.1, les infractions pénales, blablabla. Ensuite, on va le découper. Moi, ce que j'aime bien avec le code pénal, et là où je trouve que c'est un exemple pédagogique, c'est que justement, le code pénal, on peut le découper. Moi, je le découpe en fait article par article. C'est-à-dire que ils ont cette fonction qui est vachement bien de caractère séparateur, où justement, soit on peut séparer par taille, soit on peut utiliser des regex, ou même juste une chaîne de caractères. Et donc, moi, je lui dis, dès que tu rencontres le mot article, tu découpes. Et donc, comme ça, en fait, je découpe à peu près tous les articles. Là, on voit, je vais à l'entrée 4 de ma base de données articles, donc à peu près l'article numéro 4, 112 alinéa 3, là, les lois relatives à la nature et tout, etc. Voilà. Et là, en fait, j'ai tous mes articles, il y en a à peu près 1000. Chaque article, on va le mettre dans une base de données vectorielle. On va choisir le modèle d'embedding. Alors, ici, eux, LangChain, ils appellent ça OpenAI Embeddings, mais c'est ce que Naël a montré à NA2. Moi, j'aurais pu utiliser Pinecone, j'aurais pu utiliser Supabase, j'utilise Chroma parce que c'est simple. Et vous voyez, en une ligne, Chroma VectorDB égale Chroma from Documents, donc ma base de données, je charge les articles, donc les données découpées, et je mets l'embedding. Et hop, c'est vectorisé. Tout simple. Ensuite, on fait juste une recherche par similarité. Pareil, 2 lignes. Je mets le query. Moi, je vais chercher un truc type prison à perpétuité. Je vais dire qu'il m'envoie à peu près 10 résultats. VectorDB.SimilaritySearch. Et voilà. Et là, j'ai une dizaine d'articles qui me parlent de tout ce qui est lié à la prison à perpétuité. Maintenant, comment on fait la phase retrieval, la phase question-réponse? Je crée un prompt à l'avance où je lui dis voici des articles extraits du code pénal français. À partir de ces articles, on va répondre à la question suivante. Bon. Et là, du coup, ensuite, on charge le LLM. Vous voyez, en fait, ma chaîne, elle va être très simple. Je vais chaîner. Attendez, c'est où je l'ai mis? Voilà, on va mettre une VectorDB qu'on va relier à un prompt et un LLM. Tout bête. Donc là, la VectorDB, on l'a déjà déclaré. Le prompt, il est ici. Maintenant, le LLM, moi, je choisis celui d'OpenAI. Mais en fait, ici, si je veux, j'aurais pu écrire, je ne sais pas, anthropique, chat anthropique de Claude. Là, ici, je mets chat anthropique et voilà, c'est pareil. En fait, en une ligne, j'ai changé de LLM. Donc, très simple. Et là, après, voilà, la phase retrieval, je combine tout dans ce qu'ils appellent une chain. Ici, c'est une retrieval chain. Et tout bêtement, voilà, je lui pose la question après, quelles sont les conditions qui pourraient entraîner une condamnation à perpétuité? Et hop, j'ai la réponse ici. Selon le code pénal, blablabla, il va me citer les 3 conditions à peu près. Et ensuite, je peux même lui demander qu'il me renvoie les articles sources pour me citer. Voilà, on a fait un chat to PDF avec le code pénal là. Bon, alors je suis allé un peu vite parce que je manque de temps, mais vous voyez que ça prend. Honnêtement, ça, moi, à coder, ça m'a pris, vu que j'ai déjà fait, j'ai fait en quoi, 15-20 minutes. Il fallait juste que je retrouve mes anciens exemples, comment je l'ai fait. Puis après, c'est très très rapide. Voilà. Bon, après, les RAG, c'est gentil, mais c'est vrai que parfois, ça peut avoir l'air un peu. Comment dire? Un peu superficiel. Bon, c'est bien gentil, discuter avec des PDF et tout, etc. Mais il faudrait passer à des vrais trucs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le RAG, il permet plein d'applications. Alors, ce qu'ils ont montré, les amis de Millefeuille, c'est que justement, on peut utiliser ça dans le cadre de pour jouer un peu le rôle pas d'un médecin, mais quelque chose qui puisse faire intermédiaire entre ça, offrir des renseignements, etc. On peut peut-être l'utiliser aussi de façon un peu plus commerciale. Là, ce que vous voyez, c'est peut-être pour ceux qui reconnaissent, c'est un HubSpot, en fait. Mais pour ceux qui l'ont, HubSpot, c'est un CRM qui permet de parler à nos clients. C'était le CRM d'une de mes missions. Vous voyez que, d'ailleurs, j'ai pris le screen hier soir. Mais il y a un truc qui est un petit peu différent. C'est qu'HubSpot, il n'a pas ce petit bouton Add AI Answer. Add AI Answer. AI, ouais, bon, j'étais un peu fatigué quand je l'ai fait. Et en fait, pourquoi il n'a pas ce petit bouton? Parce que c'est moi qui l'ai rajouté avec une extension Chrome, en fait. Et ce qui se passe, c'est quand j'appuie sur ce petit bouton, il y a toute la conversation qui est envoyée à une IA et l'IA, elle parle comme si c'était le service client. Parce qu'en fait, mon client, il m'a dit, là, je passe des heures sur mon service client tous les jours, c'est trop embêtant. Est-ce que tu peux me simplifier ça avec une IA qui juste me pré-remplit les réponses, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, évidemment, c'est bien gentil d'avoir une IA qui pré-remplit les réponses, mais si c'est pour dire bonjour monsieur, j'ai pas l'information et tout ça. En fait, derrière,
ce qu'il y a derrière, dessous, c'est juste un RAG. Parce que là, les informations qui sortent, une barre top, un joueur, 15 pouces, les dimensions et tout ça. Comment il les sait? En fait, il les sait parce que j'ai fourni la FAQ. Je lui ai donné la FAQ à mon LLM, j'ai vectorisé la FAQ et j'ai plugué le LLM à la FAQ. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit un message, hop, ça fait des requêtes dans la base de données vectorielle pour voir s'il n'y a pas un truc similaire et ça sort l'information. Et ensuite, lui, il est capable de la redonner. Donc voilà. Merci à tous. Donc je pense que je vous ai présenté après tout ce que j'avais besoin. Et si vous avez besoin de me suivre, si vous voulez me suivre, je vais faire d'autres articles sur l'IA et en parler un peu plus. Vous pouvez regarder @ClémentRBN sur LinkedIn. Et alors le notebook, je suis désolé, je suis allé assez vite, mais évidemment, il est cadeau, il est sur mon GitHub. Donc vous pouvez le retrouver sur @savombre. Je l'ai appelé, je crois, chat to code pénal. Donc comme ça, vous pourrez passer plus de temps pour pouvoir le lire et mieux comprendre. Voilà. Merci Clément. Écoute, c'était vraiment cool. J'ai bien apprécié je crois que j'ai compris des choses. Donc, ça veut dire que c'était bien vulgarisé. Non, franchement, très intéressant. Ça a généré pas mal de questions. Trop cool. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour Ouais, il n'y a pas de souci. Les gars, on prend les questions. Mais il y en a qui doivent y aller parmi vous, vu que j'avais dit que c'était 13h, je peux comprendre si vous devez y aller. Juste histoire que j'ai dit qu'on répondrait à quelques questions à la fin. Je vais te les faire monter. Alors évidemment, je les ai. Ah oui, effectivement, là, je défile le chat, il y a beaucoup de trucs. Ouais, il y a pas mal de choses. Tu pourras regarder un petit peu au calme après. N'hésitez pas, si jamais j'ai pas eu le temps de répondre à votre question, vous me pinguez sur LinkedIn et puis on peut parler, il n'y a pas de souci. Peut-être que je répondrai pas à tout là, parce que sinon ça je pense qu'en fonction de si vous êtes bavard ou pas, ça peut durer du temps. Il y avait pas mal de questions. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. C'était quand tu parlais à l'origine de l'IA d'avant. Oui. Il y avait pas mal de gars. Je vois Mathieu, tu vois, qui par exemple dit, mais il y a eu plusieurs un petit peu discussions sur ça dans le chat. Un peu de mal à voir comment un agent LLM remplacerait les algos d'avant de computer vision juste à côté de la plaque. Non, mais c'est très intéressant. Alors bon, c'était juste histoire qu'on comprenne pour bien vulgariser. C'était un exemple. Dans le cadre de la computer vision, je ne sais pas si on peut vraiment tout à fait remplacer, mais c'est vrai qu'il y a des cas, typiquement la robotique. Jusqu'à présent, personne pensait qu'on pourrait mettre du LLM dans de la robotique et qu'on génère de nouveaux trucs en fait. Et justement, c'est ça, je pense que c'est au cas par cas. En fait, il faut voir les applications où on peut injecter du LLM de celles où on peut pas en injecter. Mais justement, la robotique, jusqu'à moi, il y a une semaine, je pense, vous m'aurez posé la question, je vous aurais dit c'est impossible. C'est pour ça que j'ai l'air un peu enthousiaste parce que c'est une grosse découverte qui a été faite et du coup voilà. Ok, merci pour la réponse. J'espère que Mathieu et les autres qui ont discuté de ça dans le chat, ça vous donne des éléments de réponse. Il y a une autre question où je vois qu'il y a eu quelques upvotes dessus. Voilà, je te la mets à l'écran. Ah, parfait, je la voulais celle-là en plus. Ok, vas-y. C'est un vrai problème avec LangChain en fait, etc. Déjà, je vous invite à lire le papier sur Voyager parce que justement, le papier sur Voyager en fait combine GPT-3 et GPT-4 pour ça en fait, d'une certaine manière. Et il crée une base de données en quelque sorte de connaissances, de prompts, de telle manière à ce que l'IA évite de se répéter encore et encore, parce que c'est vrai que c'est un gros problème, et moi-même, c'est le problème que j'ai actuellement avec certains de mes clients. Et je pense qu'il y a plusieurs solutions. Une solution que je suis en train d'explorer, parce qu'on est encore sur quelque chose de très nouveau, c'est qu'en fait, j'essaye, généralement, ce que LangChain fait et préconise, c'est on vectorise, on coupe à la truelle le document, on le met dans la vector database, et après, on essaye par plein de calls au LLM de rassembler les bons morceaux, c'est ce qu'il appelle le map reduce, le map refine et tout, et voilà, d'avoir les bonnes informations. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de dire, OK, on va plutôt essayer de vectoriser aux petits oignons, en fait, en amont. Comme ça, on a une fois à payer beaucoup de coûts API pour bien mettre les bonnes infos dans la base de données vectorielle, et après, clac, on retrieve direct les bonnes infos. Il n'y a pas besoin de refaire un traitement derrière à chaque fois. Mais je vais essayer il faut que je bosse encore un peu plus le sujet. Il faut que je sorte un médium là-dessus parce que c'est pas un truc que j'ai vu ailleurs, quoi. Mais oui, c'est actuellement un des enjeux principaux. Ouais. Ok, merci encore une fois, Clément. Je mets une dernière question et ensuite, en effet, vous pourrez aller voir Clément vu qu'il a mis son LinkedIn pour lui poser les questions. Par exemple, moi, Jean-Marc, on va pas avoir trop le temps de répondre à ta question, mais là, il y a Anaël. Il est là, Anaël, en plus. On va pas
pourrais presque la poser en coupant ton micro, en mettant ton micro en elle. Mais voilà, qui nous dit comment tu choisis correctement tes chunk size plus vector size. Je suis totalement d'accord. J'avais la même question. Bon, vector size, je me fais pas trop chier, hein, je prends Textadata embedding. Les chunk size, bah, ça dépend en fait, ça dépend déjà de la quantité d'informations que je veux placer dans ma base de données et tout ça. Moi, j'aime bien mettre des chunks. En tout cas, actuellement, ce que j'essaie d'explorer, c'est mettre des chunks très courts, mais très précis, etc. Après, tu as plusieurs manières de faire des chunks. Le problème, c'est qu'effectivement, si tu fais des chunks trop gros, après, tu dépasses en termes de contexte le nombre de tokens sur ChatGPT, ce qui est un peu chiant. C'est ça que moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'en fait, j'envoie disons une page par page d'un PDF et je lui demande à mon LLM de me dire OK, maintenant, tu me crées 4 points, tu vas prendre 4 points essentiels et tu me résumes ça en quelques lignes. Et ces 4 points essentiels, je les mets dans la base de données. Ce qui me fait que au lieu d'avoir 10 chunks d'une page, j'en ai que 4 et 4 qui sont courts et précis. Donc voilà. Ça répond à ta question, Annelle? Ça répond tout à fait et ça me rassure aussi. Bon, trop cool. On fait à peu près pareil. Nickel. Bon, il est 13h08, on n'a pas dépassé de plus de 10 minutes, hein, donc ça veut dire qu'on est à l'heure. Hein. Bon, ça va. J'ai fait bien pire. Voilà, en tout cas, merci à tous. C'était un plateau très masculin, je me rends compte là tout de suite. Mais écoutez, en tout cas, on a appris plein de choses, c'était très cool. Je vois que Jérémy qui dit très lourd, ça fait plaisir, Jérémy. C'était lui qui me faisait quand même me parler de l'on-chain avant le webinar. Est-ce qu'on peut avoir ton GitHub, Clément? Ouais, je le mets dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Ouais, Je déconne. Tu pourras envoyer il faut que je t'envoie les slides, Clément, comme ça tu peux les repartager, que les gens ils puissent y jeter un coup d'œil et tout, etc. Carrément. Alors, il va y avoir un mail automatique qui va partir juste après. Je ne l'ai pas préparé avec des slides. Donc, au pire, allez voir Clément pour lui demander. Ou sinon, vous allez me demander à moi sur le Slack de Crème ou par mail. Je vous enverrai tout ça. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Voilà. Et puis, moi, si je voulais vous remettre un petit peu le petit. Je vous ai mis un typeform tout à l'heure, c'était celui du précédent webinar. Si vous pouviez me mettre ça, moi, ça m'aide à comprendre un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez moins dans les webinars, et ça m'aide à les améliorer à chaque fois. Voilà, en tout cas, Clément, Nicolas, William, Annelle, merci à vous pour ce midi. C'était vraiment top. J'ai vu plein de messages positifs dans le chat. Je pense que ça a bien été apprécié. Bon, super. Merci à toute l'audience d'avoir été présent, d'avoir été aussi curieux, etc. Ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Et puis, voilà, juste à vous dire bon après-midi, bonne app pour ceux qui n'ont pas mangé comme moi. Et puis, à très vite sur un prochain webinar ou n'hésitez pas à venir nous parler pour nous poser toutes vos questions. Voilà.